Nous débutions. Monsieur Benoît Hamon est là et Madame Morel également. Bonjour. 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 Bien, écoutez, mesdames, messieurs, chers alumni, chers amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence exceptionnelle ce soir autour de Benoît Hamon. Monsieur Hamon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue ou bien revenu à Sciences Po Alumni. Je rappelle que pour nos auditeurs et nos participants, vous êtes d'ores et déjà intervenus devant les alumni de Sciences Po. Vous étiez alors ministre chargé de l'économie sociale et solidaire de l'ESS. Vous avez d'ailleurs été le premier ministre de l'ESS et vous aviez été à l'époque invité par le groupe ESS de Sciences Po Alumni, le groupe professionnel ESS, dont je salue évidemment ce soir la présence des membres et bien sûr la présence de la présidente du groupe, Christine Damiguet, que vous connaissez, Monsieur le Ministre. Alors, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2017, vous avez défendu l'idée de créer un revenu universel d'existence. Alors, trop tôt pour les uns, trop cher pour les autres. Néanmoins, cette mesure programmatique a largement créé la polémique à l'époque et elle a bien souvent attiré les critiques. Pourtant, l'idée est restée. Elle est restée comme une des propositions nouvelles ou novatrices de cette campagne, que l'on y adhère ou non. Et depuis, eh bien, force est de constater que cette idée a fait son chemin. En effet, plusieurs pays l'ont d'ores et déjà expérimenté, et ce, au plus fort de la crise sanitaire, ou d'une crise sanitaire qui a bouleversé les enjeux du monde du travail ces derniers mois. Le Canada, par exemple, a mis en place une prestation canadienne d'urgence. L'Espagne a créé un revenu minimum vital, même l'Italie qui a opté pour un revenu de citoyenneté. Alors, dans votre dernier livre, Monsieur Hamon, intitulé « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel », vous poursuivez votre démarche et vous cherchez à répondre aux arguments des opposants au revenu universel, que ces arguments soient politiques, économiques ou même philosophiques. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Pourquoi cette idée de revenu universel retrouve-t-elle une actualité avec la crise sanitaire que nous traversons ? Et puis finalement, d'une certaine façon, Benoît Hamon, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu raison trop tôt ? Alors voici quelques-unes des questions que nous allons partager avec vous ce soir. Et sans plus attendre, je passe immédiatement la parole à Christelle Morel. Christelle Morel, qui est professeure, qui est ancienne journaliste d'Alternatives économistes, spécialiste de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et co-auteur du livre « Pour une économie du bien commun ». Christelle Morel, c'est à vous. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Elgoul. Donc, et je remercie aussi d'ailleurs les organisatrices de cette conférence, Mesdames Martinez et Eloiry, qui nous permettent donc ce soir, comme vous l'avez très très bien dit à l'instant et très clairement, de partager avec Monsieur Hamon cette question sur ce thème du revenu universel. Alors pour rappel, il a été dit là que vous étiez ministre de l'économie sociale et solidaire, alors par contre vous avez aussi été quelques mois ministre de l'Éducation nationale, pour rappeler un peu de manière très très courte votre parcours. Bon, lors de la candidature à la présidentielle, les résultats ont été considérés par vous d'ailleurs aussi comme un échec, 6,36%. Mais votre programme donc était porteur de la question, de l'idée du revenu universel. Et bon, vous avez continué et vous êtes aujourd'hui hors de la politique, en tout cas celle qui fait qu'on est élu. Dirigeante de BH Horizon, société de conseil en développement de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai précisé en dehors du fait d'être élu, parce que la politique, j'ai l'impression que vous êtes toujours dedans, à lire ce livre dont nous avons parlé. Donc, je me permets de le montrer, ce qu'il faut de courage, comme dit M. Elgoul, ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel. Et
Et oui, il s'agit de politique, j'ai bien l'impression, au sens large, puisqu'il ne s'agit pas que d'idées d'un côté philosophiques ou existentielles, ni non plus d'histoire de parti, mais bel et bien d'une vision de société. Et donc, je partirai là-dessus, je partirai sur les arguments contre le revenu universel d'emblée, comme ça, un peu sur l'idée qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en discuter d'ailleurs, de ce revenu universel. D'abord, c'est une incitation à la paresse. Voilà, quand on reçoit quelque chose sans contrepartie, il n'y a pas besoin après de travailler. Et d'autre part, il est infinançable. Voilà, donc ceci est dit. Et j'aimais bien citer cette idée de commencer par ces idées-là parce que ça a peut-être été l'une des raisons pour lesquelles, une fois que ceci est dit, on ne peut plus après l'accepter. Et donc, voter pour quelqu'un qui le propose paraissait complètement irréaliste. Et donc, c'est ça que j'aimerais voir avec vous. Quand nous avons discuté, en fait, pour préparer cette conférence, je vous ai proposé qu'on commence par ça, justement, cette question. On commence par cette question du financement. Je reviens. Ah, j'ai quelqu'un qui parle en parallèle, c'est voilà. Donc cette question du financement, c'est-à-dire les moyens, parce que un peu pour s'en débarrasser. Si on peut financer, on en parle tout de suite. Après, on passe à autre chose, qui sont les idées. Et vous m'avez répondu que vous ne préféreriez pas parce que vous trouviez les idées absolument essentielles et que c'était de là qu'il faut partir. Autrement dit, partir plutôt de l'idéal, partir de la fin. Et donc, je me suis dit, OK, commençons par la fin. Vous m'avez convaincue. Et donc, je propose que nous fassions d'abord, que nous demandions le revenu universel, est-ce que c'est la fin elle-même, est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que c'est un outil, un moyen? Ensuite, que nous demandions qu'est-ce qu'il apporte, pourquoi est-ce qu'il est, selon vous, si nécessaire, pourquoi est-ce qu'il irait plus loin que beaucoup d'autres solutions proposées. Et enfin, donc, comment le mettre en place et quel pourrait être son financement. Donc, je reviens à cette première question très générale. Le revenu universel, Monsieur Hamon, est-ce que c'est une fin ou un moyen? Bon, d'abord, merci. Je suis très heureux d'intervenir devant Sciences Po Alumni et sur la question du revenu universel d'existence, c'est de l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé. Je vous remercie pour les questions à l'instant. C'est vrai que dans l'échange que nous avions eu, vous étiez tenté de commencer par la question du financement. Et on va y venir parce que je ne veux pas esquiver du tout cette question-là. Mais il me semblait que ce serait manquer une dimension à mes yeux importante du revenu universel. C'est que je crois aujourd'hui que dans le débat politique, nous manquons de grands récits émancipateurs. Et la gauche manque d'un grand récit émancipateur, notamment. La gauche et l'écologie, je vais dire, au sens large. Que si je devais caricaturer, on a le choix entre plusieurs fins du monde possibles, mais on peine à trouver le grand récit émancipateur autour duquel, sur le moyen et long terme, on pourrait se retrouver, sans pour autant qu'on sache dire avec précision quelles seront les étapes à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Alors, on va pouvoir en formuler quelques-unes. Je crois que d'abord, il faut poser des objectifs, des idéaux politiques, et le revenu universel, de ce point de vue-là, remplit la double fonction d'être une fin et un moyen à la fois, le moyen d'une émancipation et une fin, parce que s'il n'y a pas de revenu universel, selon moi, en tout cas, qui permettent de donner du pouvoir de vivre à travers un revenu supplémentaire et du pouvoir de choisir à travers le fait de ne plus être dépendant d'un seul salaire pour vivre, il n'y a pas de revenu universel qui se mette en place du jour au lendemain. Ce n'est pas par un coup de baguette magique, qu'il s'agisse de 2017 ou 2022, un président élu ou une présidente élue sur le revenu universel ne pourrait pas le mettre en place à hauteur de 750 € par personne l'année qui suit son élection. Il y a une montée en puissance qui correspond probablement à des rythmes qui sont ceux d'un gros paquebot comme la sécurité sociale, même si je pense que ça irait plus vite. Donc, je pense qu'il faut d'abord partir de cela. Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, pour rentrer dans le vif du sujet, et qui m'avait beaucoup frappé pendant la campagne présidentielle, c'était que celles et ceux qui seraient en théorie les premiers bénéficiaires du revenu universel,
qui pourrait se poser la question, qu'est-ce que je ferais de ces 750 € en plus de ma retraite, en plus de mon travail, surtout quand j'ai un petit salaire, qu'est-ce que j'en ferais tous les mois, à quelle décision consacrerais-je cet argent-là? Et bien cela, ou parce qu'ils ne croient plus beaucoup à l'action politique et au fait que la politique puisse s'intéresser à leur vie quotidienne et l'améliorer, ou parce qu'ils ont une représentation du travail, et c'est ça qui m'intéresse, qui est assez finalement traditionnelle et classique, ceux-là étaient parmi les premiers opposants au revenu universel. Les classes moyennes, les classes populaires, moi, m'ont souvent dit, mais écoutez, monsieur Hamon, c'est sympathique votre truc, mais outre qu'on n'y croit pas, bon, pour évacuer cette question-là, mais on pense qu'un argent, 750 € en plus d'un salaire, quelque part, c'est un peu illégitime. Ce serait une somme indue qui ne correspondrait pas véritablement au travail que l'on a fait. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. J'ai voulu essayer de comprendre aujourd'hui, en allant chercher les racines de cette représentation du travail dans ce qu'a été la rupture entre l'Antiquité et le christianisme, dans ce qu'a été le mariage entre le christianisme et le capitalisme. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le principal bénéficiaire d'une mesure comme celle-là, qui trouverait une aisance nouvelle en termes de qualité de vie, mais aussi une autonomie qu'il n'a probablement jamais eue, celui qui gagne un petit salaire, pourquoi est-il aujourd'hui ou fait-il partie spontanément des résistants culturels à l'idée d'un revenu universel? Donc j'ai creusé cette idée et je voulais commencer par ça effectivement, parce que après, on peut rentrer dans le débat de la montée en puissance du revenu universel, de comment on le finance. Évidemment, la fiscalité, c'est très politique, et la question de la redistribution des richesses est très politique, mais il y a suffisamment d'idées dans la question du revenu universel qui sont en rupture avec nos représentations de la richesse, du travail, de la manière dont on redistribue la richesse, puisque nous proposons, en tout cas ce livre propose une prédistribution de la richesse. Il y a suffisamment d'idées pour qu'on en débatte avant de mettre la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. Et pour reprendre la célèbre phrase de Keynes, c'est pour ça que l'économie est au dernier chapitre de ce livre, qui nous rappelait qu'il faut toujours mettre les économistes à la bonne place dans la voiture, surtout pas au volant, mais sur la banquette arrière. Donc, ils sont sur la banquette arrière, ils ne sont pas absents de la voiture, mais à leur place, sur la banquette arrière, Et alors justement, pas au volant. Voilà. Ne justement, m'en voulez pas, les économistes qui sont en train de nous regarder. et alors justement, donc ça va exactement dans ce que vous disiez. On part par les grandes idées, même puisque là, vous en développez énormément dans votre livre. Je dis énormément parce que ça va quand même assez loin. Notamment, vous venez d'évoquer d'abord quelle est la place de l'emploi et de sa confusion avec le travail. Et là, vous venez de l'évoquer avec cette idée que les gens qui pourraient être les premiers bénéficiaires d'un revenu universel sont ceux qui ont l'air d'avoir une peur. J'appelle ça de la peur, pas au sens de la lâcheté du tout, mais au sens où notre société est porteuse de représentations qui font que si on n'a pas de travail, c'est de notre faute. Et ce qu'on entend par travail, c'est bel et bien un emploi. C'est là-dessus que vous partiez et vous y revenez en permanence. C'est quelque chose de très fort. Il en va de cette définition historique et actuelle du travail et de l'emploi. Je veux bien que vous nous en parliez un petit peu. Donc, à la fois de cette différence entre travail et emploi, et du coup de ce que ça signifie en termes de dignité humaine, parce qu'on est bel et bien, de ce dont vous parlez, on est bel et bien jusque-là. Donc vraiment, là, on est sur des questions philosophiques et existentielles. Oui, alors, M. Elgoul, dans son introduction, a évoqué la façon dont plusieurs pays ont réagi à la crise du Covid et à la crise du travail qui a accompagné la crise Covid et probablement à l'accélération d'un certain nombre de transformations qui préexistaient à la crise Covid, mais qui vont être précipitées par celle-ci. On pense à ce que Bill Gates appelle l'ère de la substitution logicielle, c'est-à-dire un rythme d'innovation technologique qui ne faiblit pas, et une capacité de la société, notamment de la société du travail, à s'adapter à ce rythme d'innovation qui une capacité de plus en plus difficile, c'est-à-dire que absorber un tel rythme de transformation est compliqué, ce qui nous amène à nous interroger sur la fameuse règle de Schumpeter, sur la destruction créatrice. Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de pouvoir parier sur le fait que l'innovation technologique créera toujours plus d'emplois qu'elle n'en détruit? Ça n'est plus certain. Vous dites même, d'ailleurs, vous soulignez, vous citez beaucoup d'études qui montrent même
complètement contraire. Oui, j'en ai pas trouvé beaucoup qui montrent, pour être très honnête, même si évidemment on cherche toujours un petit peu ce qui confirme son intuition, mais en fait j'ai vraiment cherché les études qui nuanceraient ce qu'avaient été les premières grandes enquêtes sur l'impact de la révolution numérique sur l'emploi, notamment dans les sociétés développées, et on n'en trouve aucune pour en tout cas dire qu'il y aura, que Schumpeter ça marche encore. Elles disent toutes qu'il va y avoir plus de destruction d'emplois qu'il n'y aura de création, globalement. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ces transformations sont à l'œuvre. Ce qui ne veut pas dire que tout ça est fatal. Moi, je crois à la volonté politique. Je ne suis pas de tous ceux qui sont résignés et pensent que dès lors qu'une étude existe, c'est ce qui va se passer. Mais ce qui m'a intéressé, c'est effectivement d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les sociétés réagissaient différemment aujourd'hui qu'il y avait cette crise. Bon, alors, ça suppose de faire d'abord une précision, c'est que beaucoup de pays ont répondu par un revenu minimum, qui n'est pas un revenu universel à la crise. Le revenu minimum, c'est l'équivalent de notre RSA. Tous les pays développés n'ont pas l'équivalent d'un RSA, ce que nous avions fait la France avait fait dès Michel Rocard avec le revenu minimum d'insertion. Beaucoup s'y mettent bien plus tard que nous, mais créent un minimum décent pour vivre, ce qui n'est pas un revenu universel, mais qui du coup s'appelle revenu minimum, revenu de base. Bref, il y a un peu toutes les formules, ce qui ajoute un peu à la confusion. Mais ça montre en tout cas que la question qui se pose, c'est celle de la lutte contre la pauvreté, ce qui est aussi un des objectifs du revenu universel, et de la façon dont on donne un minimum décent à chaque individu pour vivre, dès lors que notre société doit acter, en tout cas que sur la période que nous vivons, même si ce n'est pas forcément fatal, beaucoup n'auront pas d'emploi. Bon, vous m'avez interrogé sur la question du travail. Si je vous posais la question à tous ici, avez-vous un travail? La plupart répondraient en fait à la question avez-vous un emploi? Et ils lèveraient la main, oui ou non. Et si plusieurs me disaient non, je n'ai pas de travail, en répondant non, je n'ai pas d'emploi, est-ce qu'on pourra en tirer comme conséquence qu'ils ne travaillent pas pour autant? La réalité, c'est que la vie même de quelqu'un qui n'a pas d'emploi n'est pas une vie sans travail. D'abord parce qu'on constate, ça a été là aussi abondamment documenté, que le consommateur que nous sommes est de plus en plus quelqu'un qui travaille gratuitement et dont tout ça a été considérablement théorisé sur le plan économique. On parle du travail gratuit du consommateur, mais indiscutablement, le billet de train que vous imprimez, la caisse automatique à laquelle vous passez dans les grandes surfaces, le meuble que vous montez vous-même, c'est du travail qui était auparavant fait par des emplois et qui est un travail gratuit du consommateur. Je ne parle même pas de ce que fait l'internaute qui, lui, à travers ou ses données personnelles ou le travail qu'il fait pour améliorer certains logiciels, travaille aussi gratuitement. Il y a aussi, évidemment, le travail bénévole, qui est un travail, mais qui a une mesure en comptabilité nationale sous la forme d'équivalent temps plein, mais qui est un travail gratuit au sens où il n'a pas de contrepartie. On parle évidemment du travail domestique. D'ailleurs, ce sont les féministes qui ont posé les premières le principe de la double journée de travail. C'est bien que l'emploi, c'est du travail, mais aussi ce qui se passe quand l'essentiel du fardeau des tâches domestiques et d'éducation des enfants repose sur les épaules d'une personne, et en l'occurrence souvent une femme, c'est bien que c'est aussi un travail. Donc le travail a plusieurs formes. Et ce que vient reconnaître le revenu universel, ça ne justifie pas seulement son existence, mais c'est une des réalités qui justifie son existence, pas la seule, mais une, bien c'est que le travail, il a de multiples formes qui ne se réduisent pas à l'emploi et qu'il y a même des formes de travail hors emploi qui sont parfois, pour les individus, beaucoup plus épanouissantes qu'elles ne le sont dans l'emploi. Et je crois que c'est important aujourd'hui, peut-être autour de la notion d'activité plutôt que de travail d'ailleurs, de reconnaître que notre contribution à la cohésion sociale, notre utilité sociale ne se résume pas au fait d'occuper un emploi. Pourquoi je dis ça d'un dernier mot? Parce que j'avais été très frappé en me repenchant sur des travaux ou des prises de position des uns et des autres. J'avais été très frappé de retrouver cette phrase qui avait été celle de Lionel Jospin lors de sa campagne présidentielle de 1995, où il évoquait le fait qu'on est pleinement citoyen quand on a un emploi. On était à cette époque-là dans la recherche, on visait encore le plein emploi et il y avait cet objectif-là, comme si finalement une citoyenneté épanouie, complète, ne se réalisait qu'à condition d'être dans l'emploi. Le contraire voudrait dire que quand on n'a pas un emploi, on n'est pas complètement citoyen. Pour autant, quand on pousse la réflexion, l'emploi, c'est le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est le citoyen qui accepte un lien de subordination à l'employeur. En clair,
c'est un citoyen souverain dans l'ordre politique qui concède dans l'ordre économique de ne plus être citoyen. Et on arrive à ce paradoxe qu'on n'est pas complètement citoyen sans faire l'expérience de la non-citoyenneté, parce qu'on ne peut pas véritablement parler d'une citoyenneté. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on parle de citoyenneté dans l'entreprise, mais ça n'est quand même pas tout à fait comparable à la citoyenneté dans la cité. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui à réfléchir au fait qu'il faut rééquiper en pouvoir et en capacité d'émancipation les individus dans l'ordre économique, mais aussi à l'extérieur de l'ordre économique, ce que permet d'accomplir en partie le revenu universel. Pardon d'être long, hein. Et donc, à partir de là, on est dans cette cohérence d'une vision, une analyse de l'emploi, du travail actuel, avec une analyse aussi en parallèle, et ça va ensemble, de l'automatisation que nous vivons, des avancées technologiques, des innovations permanentes. Hein, vous en parlez aussi du fait que en ce moment, ce n'est plus une question, peut-être plus une question de progrès, mais bel et bien d'automatisation qui vient de l'innovation, de la disruption, vous appelez ça. Autrement dit, on doit toujours aller plus vite et aller plus loin, avec une conséquence, et c'est là qu'on revient toujours, vous faites toujours, j'ai l'impression, cette balance entre, c'est très concret, robotisation, mais il y a des conséquences qui sont politiques et de société, et même individuelles après, qui sont là. Vous parlez de déshumanisation du travail, déshumanisation même de la société entière, puisqu'en tant que consommateur, vous l'avez dit, on se met à travailler sans s'en rendre compte, à consommer d'ailleurs sans s'en rendre compte et de manière non libre, à travailler dans le sens avoir un emploi de manière non libre. Et ça, j'aimerais que vous veniez un petit peu parler de cette non-liberté que nous avons selon vous quand on analyse notre société aujourd'hui et qui, là encore, pourrait être compensée selon vous par le revenu universel. En quoi est-ce que notre société se déshumanise et en quoi sommes-nous de moins en moins libres ? Bon, là, merci, vous avez 4 heures. C'est le vent des anciens de Sciences Po. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai essayé de réfléchir je suis parti d'un travail qui est celui d'un philosophe que vous devez peut-être connaître, ou connaissez sans doute, pardon, qui s'appelle Gunther Anders, qui est d'origine allemande et qui avait réfléchi sur l'obsolescence de l'humanité, l'obsolescence de l'homme. À l'époque où il en parle, il réfléchit dans le siège des travaux d'Hannah Arendt sur le rapport de l'homme à la machine et le fait que la machine devient notre modèle. Qu'aurait-il dit aujourd'hui, à une époque où nos enfants, adolescentes, singent des automates dans la rue à travers TikTok en répétant toutes, de la Bolivie à Paris, en passant par la Nouvelle-Zélande, les mêmes chorégraphies, comme si finalement il y avait là une forme de métaphore de la machine, l'automate qui devient le modèle que l'on répète à l'infini à peu près partout. Moi, ce qui me préoccupe, comme beaucoup d'individus, c'est le fait qu'on soit de plus en plus, non pas ligoté à nos écrans, mais ligoté au contenu de ces écrans, avec des addictions qui sont indiscutables, avec des troubles du comportement, probablement du développement de l'intelligence pour les plus jeunes, qui sont aussi directement liés à ces écrans, au contenu de ces écrans, et au fait que dans bien des aspects de nos vies, des machines, des algorithmes, des robots remplacent des êtres humains. Il y a plein d'endroits où c'est tout à fait profitable et tout à fait souhaitable. Et moi, je ne suis pas du tout un technophobe, au contraire. J'en vois toutes les applications possibles. Mais j'observe aussi qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où nous discutons des questions, des conséquences éthiques de cette irruption ou de cette omniprésence de la technique et de la machine. D'ailleurs, on y réfléchit beaucoup moins qu'à une époque où cette machine avait finalement une place qui était une place beaucoup moins omniprésente qu'elle ne l'a aujourd'hui. C'est comme si on était dans une forme de techno-béatitude qui est largement d'ailleurs véhiculée par un certain nombre de tycoons de la Silicon Valley qui croient beaucoup, comme Elon Musk, à cette idée du transhumanisme et que finalement l'amélioration de l'homme passe par l'augmentation de ses performances. Ça dit quelque chose de notre époque. L'idée de l'homme augmenté et du transhumanisme, comme si on pouvait être découpé en morceaux, notre cerveau, nos muscles, nos capacités, et qu'on pouvait, pour chacune d'entre elles, réfléchir à la manière d'améliorer ses performances. Finalement, l'homme meilleur, ce serait un homme augmenté, plus performant, plus gros, plus fort, plus intelligent, et on se désintéresse de la capacité à vivre ensemble, du lien social, des interactions. Moi, j'aurais adoré que Musk lise Lévinas. Je pense qu'on n'est pas encore de mal à veille, mais ce qui m'importe
m'importe, ce n'est pas tant que Elon Musk prétende aujourd'hui vouloir faire une greffe de Dieu sur l'homme à travers son projet Neuralink, dont je parle un peu dans mon livre, que du fait que les démocraties, notamment, n'est pas des lieux, et nos institutions devraient héberger ces lieux pour poser aujourd'hui la question de l'innovation technologique et du lien avec le progrès. Quand juge-t-on que c'est un progrès pour l'homme? Quand estime-t-on que ça doit faire l'objet d'un débat politique? Est-ce que demain, l'armée pourra se doter, sans qu'on ait rien à dire, de drones qui sont des drones tueurs sans avoir besoin de l'avis de l'homme? C'est quand même un petit peu une question politique qu'on se pose. Et quand Neuralink, aujourd'hui, qui est le grand projet d'Elon Musk, un de ces grands projets, peut-être s'arrêtera-t-il, mais pose comme idée qu'on puisse demain faire de la transmission de pensée entre individus avec une machine qui serait l'interprète et permettrait cette transmission de pensée, il y a là encore des conséquences éthiques qui sont absolument considérables, c'est même vertigineux, et donc moi, il me semble qu'elles doivent être discutées. Donc oui, il y a un risque de déshumanisation de nos sociétés. D'ailleurs, que la crise du Covid, à travers tous les filtres qu'elle place entre nous, accélère et accentue. En quoi le revenu universel change-t-il cela? Il redonne un pouvoir sur des vies dans lesquelles il n'y a pas de pouvoir. Quelqu'un qui a 1 300 € par mois n'a pas de pouvoir, n'a aucune liberté. Alors on pourrait dire, un certain nombre de, si on reprenait les travaux d'Isaiah Berlin autour de la liberté négative et la liberté positive, il y a les partisans de la liberté négative diraient, si, il peut travailler plus s'il le veut, il est après tout libre de travailler plus, de travailler le dimanche, de travailler 50 heures, etc. etc. Moi, je crois aujourd'hui qu'au contraire, il faut non pas réfléchir de cette manière-là, mais davantage en soulageant les individus d'une stricte dépendance à un petit salaire, qui est aussi d'une stricte dépendance à l'économie low cost, et donc qui est aujourd'hui une contrainte pour beaucoup de ces gens-là, pour justement retrouver les vertus du choix. Je ne sais pas comment choisiront les gens, et peut-être qu'ils ne feront pas tous des choix conformes à nos idées aux uns et aux autres, mais je crois que nous devons en tout cas avoir ce souci de la liberté de choisir, qui n'appartient plus au quotidien de millions de nos compatriotes. Le revenu universel, en nous soulageant de la dépendance d'un petit salaire, permet ce choix-là. Et alors, avec cette question de petit salaire que vous soulignez, là, vous êtes parti avec l'idée qu'on serait à quelle somme? 750 € a priori au démarrage, parce que vous faites des propositions concrètes pour un revenu universel, mais est-ce que vraiment on est plus libre avec 750 € de plus? Parce que ça soulage des personnes qui de toute façon n'ont pas assez pour vivre, sans aucun doute. Est-ce que ça rend plus libre? Est-ce qu'en tant que citoyen et déjà aussi en tant qu'employé, salarié ou personne qui a besoin d'argent pour vivre, est-ce que cela rend plus libre face à un employeur quand de toute façon on n'a pas trop le choix parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le domaine où on est, parce qu'on n'est pas très formé? Est-ce que vraiment 750 € de plus, ça change quelque chose? Ça ne fera pas 100% de heureux. Si vous trouverez toujours des gens pour qui ça ne suffira pas, mais 750 € pour quelqu'un qui en gagne 1150 au SMIC, par mois, oui, ça lui change radicalement la vie. Ça lui change en tout cas au quotidien, ce qui ne veut pas dire que ça en fera une personne heureuse. Moi, je n'ai jamais fait de lien automatique entre le montant du compte en banque et le bonheur à la clé. Mais ce qui est certain, c'est que oui, ça vous donnera le choix. Ça vous donnera le choix de consommer bio, ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui quand vous vivez entre un SMIC et un et demi. Ça vous donnera le choix d'acheter des biens électroménagers plus durables, réparables. Donc, ça vous donnera la possibilité, comme consommateur, de vous inscrire dans la transition ou la transformation écologique que l'on souhaite, qui passe forcément par la fin de l'économie low cost. L'économie low cost, ça veut dire que nous achetons un bien pas au juste prix. Pour qu'il soit si peu cher entre nos mains, il faut que ou celui qui l'a produit, ce qui peut être nous d'ailleurs comme salariés, soit mal payé, ou que parfois ça vienne de très loin et qu'on fasse appel à toute forme d'exploitation des travailleurs, ou que le coût écologique, l'empreinte carbone et l'empreinte écologique de ce bien-là soit absolument catastrophique. Donc, vous ne pouvez pas acheter, j'ai été ministre de la consommation, je me souviens de ce débat-là, mais que j'avais avec la grande distribution, vous ne pouvez décemment pas acheter, je vais prendre un exemple qui va tous vous parler, mais 1 kilo de hachis parmentier à 1,30 € en vous disant qu'il n'y a pas de risque que ce soit de la viande de cheval. Oui, il y en a un, parce qu'il faut bien faire des économies pour pouvoir, ou en tout cas, assurer qu'il y ait un si petit prix à l'achat et à la consommation. Donc ce modèle-là est un modèle qui est
absolument catastrophique sur le plan écologique et social. Donc oui, le fait de gagner plus d'argent vous donne ce choix comme consommateur. Mais c'est vrai qu'aussi, me semble-t-il, et notamment dans les secteurs qui sont des secteurs où les salariés ne sont pas forcément très bien payés, en dépit du fait que ce sont des secteurs dont on sait que économiquement, ils vont être prospères. Je pense par exemple au vieillissement, à la santé. Voilà des secteurs dans lesquels il y aura toujours besoin de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est mal payée et où elle serait demain sans doute mieux payée et avec des conditions de travail bien supérieures si celles et ceux qui acceptent ces travaux mal payés parce que dehors il fait froid et qu'il vaut mieux avoir un boulot mal payé que pas de boulot du tout, eh bien ceux-là n'étaient plus en situation de devoir prendre ce travail-là, selon les règles de l'offre et de la demande. Et de la demande, je vends ma force de travail, mais je la vends au prix de celui qui l'achète parce que je n'ai pas d'autre choix. Et si j'ai le revenu universel, j'ai le choix. Ou en tout cas, j'ai davantage de choix. Donc en tout cas, ça introduit la possibilité du choix. Je ne dis pas après que, j'ai pas dit que ça, on m'avait proposé, mon éditeur m'avait proposé comme autre titre que celui que j'ai choisi, le salaire du bonheur. Mais moi, je trouvais que justement, c'était joli, un joli titre, mais qu'il pouvait y avoir une confusion. D'abord, que ce n'était pas un salaire, le revenu universel, à mes yeux, et puis le bonheur, après, si déjà les politiques pouvaient faire le quart de leur boulot, ce serait pas mal. Donc avant de commencer à s'intéresser au bonheur des gens, on verra ça plus tard. Et puis comme moi, je suis retiré de la vie politique active, je regarde ça de plus loin maintenant. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur cette question de la possibilité du choix. Oui, et alors avec une autre question du coup qui va sur la question de l'éducation, comme vous avez été ministre de l'Éducation nationale et comme vous êtes sensible à cette question, elle va d'autant plus. Là, vous dites on a le choix, on a plus de choix quand on a un revenu universel. Beaucoup de choses semblent dépendre de l'argent. De fait, il y a des études qui montrent qu'en effet, on ne consomme pas pareil en fonction évidemment de l'argent qu'on a, mais il y a aussi cette question de l'éducation, c'est-à-dire qu'on n'achète pas pareil en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Et là aussi, on est sur cette question de mais comment se pourrait-il que parce qu'on gagne 750 € en plus, on va se mettre à acheter bio? Parce que si on n'a pas appris et si on n'a pas entendu parler et si du coup on n'a pas eu l'occasion de débattre et d'avoir été sensibilisé sur ces questions-là, pourquoi est-ce qu'on achèterait bio? Et là, je me permets d'ajouter une chose d'ailleurs, je parle là en tant que professeur en REP. C'est-à-dire que mes élèves, je viens de faire un travail sur eux sur le développement durable et sur les 2 classes avec lesquelles j'ai fait ça, sur les 2 classes entières, je n'avais qu'un seul élève qui triait les déchets chez lui. Et donc là, on est bel et bien sur des questions très importantes socialement, qui sont, mais est-ce qu'il suffirait de donner à ces élèves-là, enfin à leurs parents, à eux aussi, puisque ce serait dès la naissance, dans l'idéal, le revenu universel, est-ce qu'il suffirait de leur donner de l'argent en plus pour qu'il y ait d'un seul coup l'envie d'acheter bio? Ah non, mais ça, vous avez raison. Ce serait tellement facile si tout ça reposait sur un seul chèque. Mais ce serait tellement facile aussi si tout ça reposait sur les changements de comportement de consommation des classes populaires. La question de la résorption de la dette écologique, elle reposera sans doute sur la manière dont les consommateurs se comporteront, mais d'abord dans la manière dont on changera notre façon de produire et d'exploiter les ressources naturelles. Donc c'est évidemment l'articulation ou la combinaison de cette transformation de notre manière de produire, de notre manière de consommer, de notre manière de calculer et de représenter la richesse. C'est de cela que dépendra une transition écologique réussie et une capacité à inverser la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre notamment, voire même de reconstituer de la biodiversité là où elle s'est effondrée. Donc, il y a à combiner tout ça, indiscutablement. Vous parlez des questions d'éducation, j'y consacre un peu de temps aussi dans mon livre, parce que c'est vrai que moi, je suis plus jaurétien que marxiste, en tout cas sur l'idée qu'il me semble que la conscience politique, elle ne se forge pas juste au contact du fer brûlant de l'oppression dans l'existence. C'est l'éducation aussi, et la transmission des valeurs, la possibilité de s'épanouir, d'avoir accès au savoir, de construire un esprit critique, le contact avec l'éducateur, l'instructeur, la mixité sociale qui fabrique aussi des citoyens qui sont des citoyens ensuite engagés. Et il me semble que la pratique de la liberté, elle est précieuse. Quiconque ne pratique pas la liberté, évidemment,
où on n'en a qu'une vision très théorique ou abstraite, bon, sera peut-être moins actif au moment de les défendre. C'est un peu le même débat avec la République. Il y a tant d'endroits où on ne fait quasiment pas l'expérience de la République et de ses valeurs qu'on peut aussi s'interroger sur ce qu'est devenu l'abstraction républicaine dans beaucoup de territoires de la République, parce qu'on a été négligent à l'égard de la République concrète, de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Donc, bon, je ne vais pas ouvrir le débat sur la République ici, mais c'est quand même, je fais le lien quand même avec des questions sur lesquelles aujourd'hui la société française se déchire. Et je crois effectivement que la question de l'éducation est absolument centrale. C'est pour ça que je préconise d'ailleurs dans mon livre, ça n'a pas grand-chose à voir avec le revenu universel à proprement dit, mais ça participe de l'écosystème qui me semble être indispensable de constituer, non pas de reconstituer, si on veut d'ailleurs que la République se régénère, mais surtout qu'il y ait de la cohésion sociale dans ce pays. Moi, je serais très favorable à ce qu'en tout cas on s'inspire du modèle danois et de l'école tout au long de la vie, qui n'est pas une école certifiante et qualificatrice, qui s'appelle la Folkehøjskole, où les individus vont à l'école pour, quelle que soit leur classe sociale et leur génération, pour apprendre et juste apprendre. Et l'appétit venant en mangeant, le goût d'apprendre se perpétue tout au long d'une vie ou d'une génération à une autre. En France, c'est très valable dans l'éducation, c'est valable aussi dans notre système éducatif. Vous êtes alumni de Sciences Po, ça va, vous êtes le haut. Peut-être il y a toujours plus haut que soi, hein. Et d'ailleurs ceux qui sont un peu au-dessus de vous vous regarderont méprisant parce que vous n'êtes pas tout à fait en haut, mais cette manière que notre système éducatif a de trier par l'échec et finalement de regarder celui qui est en dessous de soi toujours comme bien moins bon que soi et nous qualifiant comme meilleur que lui, est caractéristique aussi d'une société qui est une société qui est un peu vaniteuse déjà, mais qui manque de bienveillance. Et il me semble aujourd'hui que par l'accès au savoir, notamment des populations qui ont eu des échecs scolaires ou une relation un peu traumatique à l'école, il faut aussi reconstruire un grand contrat entre l'école au sens large et la nation. En tout cas, ça participera de l'amélioration de nos relations aux uns et aux autres. Et c'est là que je reviens sur le fait que, bon, clairement, dans ce livre, vous avez une vision politique beaucoup plus globale que simplement le revenu universel, même s'il en est le point essentiel. Et là, avec cette question, donc du coup, la place du revenu universel dans cette vision. Et d'où ma question du début, j'y reviens quand même sur moyen ou fin. Et vous avez répondu à la fois moyen et fin. L'éducation qui participe à cette liberté et à ce choix que nous avons en tant que citoyens et de découvrir que nous sommes citoyens tout le temps. Oui, le revenu universel pourrait aider à ça, vous y avez répondu. Mais malgré tout, reste une question très pratique qui est que, mais alors ça change quoi en fait? Est-ce qu'il ne suffit pas tout simplement d'augmenter le RSA? Vous avez dit au début, non, ce n'est pas un RSA seulement. Non, ce n'est pas un SMIC seulement. Non, c'est autre chose, le revenu universel. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment autre chose? Je propose à tout le monde un RSA. Est-ce que les gens ne se sentiront pas plus libres? Mais non, mais c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le RSA est réservé à ceux qui sont les plus pauvres. Le revenu universel, c'est de zéro, de la naissance à la mort, à toutes les personnes. Bernard Arnault, comme vous, comme tous ceux qui sont ici, recevrait 750 € par mois sur son compte. Et la justice s'exercerait par l'impôt. Alors on pourrait me dire, mais est-ce que c'est bien raisonnable de donner de l'argent à Bernard Arnault alors qu'il n'en a pas besoin? Chacun d'entre vous est remboursé de la même manière de sa grippe que M. Arnault. Personne ne s'en choque. On a déjà des prestations universelles. Et constatons aussi que la littérature universitaire ou la recherche académique démontre que là où on réserve des droits aux plus pauvres, à la fin, ce sont souvent de pauvres droits. Pourquoi? Parce que le consentement à l'impôt baisse et c'est beaucoup plus difficile de financer des mécanismes de solidarité qui sont véritablement protecteurs quand une partie de la population en est toujours exclue. D'où le principe de droits sociaux aussi universels auquel je suis attaché. Mais je vais plus loin. Je pense que le revenu universel, je n'ai pas évoqué cette dimension. Après, je ne veux pas donner l'impression d'avoir esquivé l'affaire des 750 €, parce que c'est un point important. Et je l'ai dit au début, l'idée, ce n'est pas forcément de donner 750 € tout de suite, hein, parce que il me semble qu'il y a plusieurs marches à monter et il faut peut-être y aller progressivement. Il y a des chronologies un peu différentes qui peuvent être imaginées. Mais je reviens à une idée qui, me semble-t-il, devrait être une idée travaillée sérieusement par la gauche.
à défaut des partis, au moins les intellectuels de gauche. Et bon, ils s'y mettent les uns et les autres, ils travaillent. Ils ne m'ont pas attendu d'ailleurs que je fasse ce livre pour y réfléchir d'ailleurs. Mais l'idée géniale de Thomas Paine, qui était donc un révolutionnaire français et américain, en tout cas il a fait les révolutions en Amérique et en France, qui était également chrétien, c'était de dire, écoutez, dans la richesse que l'on crée, il y a le fruit de notre travail. Mais il y a une part de cette richesse qui n'a rien à voir avec notre travail à nous vivants, mais qui est liée à l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Et lui, se refusant à l'idée de remettre en cause la propriété privée, disait, bon, la propriété privée, elle sera toujours là, on ne va pas exproprier les uns pour redistribuer la propriété de quelques-uns entre parcelles, entre toute la nation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner un revenu identique à tout le monde, car nous sommes riches d'un héritage collectif qui est celui du génie humain. Alors lui, il rajoutait la notion de création divine, donc de Dieu, comme chrétien, mais en clair, la création bonifiée, améliorée, domptée, sculptée par l'homme, cet héritage-là justifierait qu'il soit réparti à la naissance en fractions égales, ce serait le revenu universel. C'est intéressant parce que ça supposerait de socialiser de manière permanente une part de la valeur ajoutée et de réfléchir et de contourner l'obstacle qui est devenu un obstacle insurmontable pour la gauche, qui est celui d'un déséquilibre dans le rapport de force entre le capital et le travail désormais, eu égard à la financiarisation, à la mondialisation, mais surtout à la perte de pouvoir des salariés dans les entreprises, qui est une donnée politique, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à construire un compromis satisfaisant pour les travailleurs comme on l'a construit dans les années 60, 70, voire même jusque dans les années 80, même si dans les années 80, c'était déjà un renversement de situation. Donc, on a besoin aujourd'hui de nouveaux instruments de redistribution des richesses, et le revenu universel prédistribue avant que s'opère une autre redistribution des richesses. Alors, est-ce que ça renvoie à une manière de faire fonctionner l'économie qui est très différente de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui? Mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse un peu sérieusement. Et alors là où, c'est étonnant, et M. Elgoul ne l'a pas cité, mais moi je me suis procuré, tenez-vous bien, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai lu, le livre du pape, Un temps pour changer, du pape François. J'ai lu les 3 pages qui consacrent au revenu universel. Je me suis dit, est-ce que c'est revenu minimum? Est-ce que c'est... Eh bien, pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que le pape François opère ce que moi je considère être un tournant dans la doctrine sociale de l'Église. Alors, j'ai discuté avec une autorité de l'Église catholique de France récemment et qui me disait non, ça reste dans la continuité de beaucoup de choses qui ont été dites auparavant. Moi, j'y vois quand même une rupture, comme j'avais vu une rupture avec Laudato Si, c'est-à-dire l'approche qu'avait de l'écologie désormais le Vatican, poser désormais le revenu universel comme un complément du salaire, un complément de la retraite. Donc, le pape parle d'impôt négatif, ce qui nous ramène à Friedman, là, la thèse en France de Koenig, par exemple, qui n'est pas la même que la mienne, mais qui est une autre vision du revenu universel. On a là une contribution au débat qui montre que les choses sont en train d'évoluer et que voilà, on a encore tendance, nous, dans le débat politique, à raisonner selon probablement des règles du jeu qui sont en train de devenir obsolètes. Voilà. Si tant est que l'objectif, ça reste toujours l'épanouissement des hommes. D'ailleurs, on voit bien, là, pour revenir sur cette question de ce qui a déjà été fait, que c'est très difficile pour ceux qui se disent « Ah oui, c'est beaucoup dans l'actualité », n'empêche que c'est très difficile pour l'instant d'établir un bilan. On a beaucoup parlé de la Finlande. Or, la Finlande, c'était seulement pour les chômeurs que ça a été fait. Donc, avec ce que vous venez de dire, c'est peut-être quand même très réducteur en termes de universel. En plus, c'était un nombre de personnes limité puisque c'était un essai. Et c'était 2000 personnes qui recevaient 561 €. Et ce qui était intéressant aussi, d'ailleurs, c'est sur le bilan qui en a été fait. Et là, on voit bien, par rapport à ce que vous venez de dire, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter l'emploi? Et là, en Finlande, dans ce cas-là, il y a eu l'idée que c'était un échec parce que les gens qui avaient reçu ça ne retrouvaient pas plus d'emploi que ceux qui ne l'avaient pas reçu, ce revenu universel. Ou est-ce que l'objectif va plus loin
à savoir, sans parler de bonheur en tout cas, de se sentir plus libre, d'un mieux-être des personnes qui sont au chômage, c'est-à-dire d'un retour à la dignité. Et là, par contre, on avait des études sur ces personnes qui montraient, elles disaient qu'elles allaient mieux et se sentaient mieux. Donc ça, c'est le bilan qu'on peut avoir pour l'instant de quelque chose qui ressemble au revenu universel, c'est celui-là. Là, vous parlez de ce que propose donc le pape François qui montre qu'il y a un tournant, ce qui montre aussi un autre tournant. Vous le citez d'ailleurs dans votre livre, hein, c'est ce que dit le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une personne qui parle notamment de l'Asie-Pacifique et qui note que environ 60% des personnes en Asie ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale et que donc la crise du Covid, en plus aggravant leur pauvreté et aggravant le fait qu'elles n'ont plus rien pour vivre, un revenu universel pourrait être la base pour elles. Dans tous ces cas-là, on parle en fait des personnes soit au chômage, soit très pauvres qui n'ont pas de protection sociale. A priori, on ne parle pas des personnes qui participent à cette conférence et qui ont Bac+5. Et je trouve ça intéressant de se dire, oui, alors il y aurait un changement pour ce qui est de la pauvreté. Il y aurait bel et bien un changement de mentalité en ce moment qui serait en train de se dire, oui, d'accord, on a peut-être tous droit quand même à un minimum de vie. Donc, pour les plus pauvres, il est absolument urgent et indispensable d'avoir ce revenu. C'est un partage, comme vous le disiez, de choses auxquelles nous avons tous droit. Est-ce que ça concernerait d'autres personnes? Est-ce que ça concernerait tout le monde? Est-ce que ça concernerait ceux qui ont déjà plus d'éducation, ceux qui ont déjà plus d'argent, ceux pour qui, certes, ils recevraient 750 €, mais pourraient ne même pas s'en rendre compte à la fin du mois qu'ils les ont reçus, ces 750 €? Oui, il y a des gens pour qui ce sera non pas indolore, parce que là, pour le coup, quand vous recevez de l'argent, mais le revenu universel risque d'être même peut-être, on peut le dire, un peu plus douloureux, puisque évidemment la fiscalité vient comment dire, mettre à contribution dans l'idée d'un revenu universel beaucoup plus ceux qui ont la faculté de payer, et donc il y aura là une mise à contribution, notamment sur le patrimoine, puisque moi je trouve qu'on a une fiscalité du patrimoine absolument archaïque, non progressive, fondée pour ce qui est de la taxe foncière sur les actifs bruts et pas les actifs nets, donc tout ça n'a pas de sens, avec un ISF qui a disparu. On est quand même, les inégalités principales dans ce pays sont les inégalités de patrimoine, et pas des inégalités de revenus existent, mais les inégalités de patrimoine sont supérieures, et je pense que là où la justice fiscale trouverait comment dire, à être améliorée, c'est sur la question du patrimoine. Mais je mets ça de côté pour dire que ce qui est intéressant avec le revenu universel, d'abord, c'est un droit pour tous, c'est que personne ne tomberait, n'aurait plus rien, que c'est de la naissance à la mort, donc ça remplacerait les allocations familiales. Dans mon projet, ce serait 300 € par enfant, 200 € donnés aux parents pour l'éducation des enfants et 100 € placés sur un compte qui pourrait être géré par la Caisse des dépôts et des consignations, comme elle le fait déjà pour les enfants artistes, et qui serait disponible à la majorité sous la forme d'un capital d'émancipation. On est quand même un pays qui se comment dire, singularise par cette... Bonne idée, hein, dans son utopie, elle est... Pardon? Bon, je crois que c'était chouette qu'il y ait un étudiant qui se réjouissait de ce capital d'émancipation, mais bon, il va falloir attendre au moins 18 ans. Hein. Et bon, bref, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on on en finisse avec cette singularité française, cet anachronisme qui veuille que les minima sociaux ne sont comment dire, accessibles qu'à 25 ans. Pourquoi? Aucun autre pays européen, ou quasiment aucun autre pays européen qui a des minima sociaux ne fait cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en France? Pourquoi est-ce qu'on fait le choix de la précarité, de la pauvreté de la jeunesse? Pourquoi? Un étudiant qui travaille réussit beaucoup moins bien ses études qu'un étudiant qui ne travaille pas. C'est quand même absolument incroyable qu'on ait cette sorte de bizarrerie qui veuille que les minima sociaux ne puissent pas profiter aux plus jeunes. Alors, j'ai pris un étudiant et un jeune. Un étudiant, lui, il est éligible aux bourses, c'est différent, mais il y a en tout cas, ce qui me semble important, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut faire le pari de la créativité et des meilleures conditions pour se projeter dans la vie pour les jeunes, vu d'ailleurs la situation qu'on est en train de leur laisser. Pardon, mais l'expérience du travail de la jeunesse aujourd'hui, c'est quand même pas des carrières linéaires, c'est moins souvent que nous le contrat de travail, ce sont des formes très différentes, donc c'est beaucoup de ressac et c'est beaucoup de précarité. Et je ne vois pas, sauf dans une
une conception très, comment dire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais où il faudrait s'auto-flageller, où il faudrait faire l'expérience de la peine, du labeur et de la souffrance. Pourquoi on fait ça? Je rappelle quand même que ce pays, et Emmanuel Macron l'a encore refusé, refuse d'automatiser le versement des minima sociaux. Ainsi, le budget de l'État fait 30% d'économies sur les plus pauvres. Il va y avoir 10 millions de pauvres. Les minima sociaux ne sont toujours pas automatisés. Il y a 30% de non-recours au RSA parce qu'il faut en faire la demande pour l'avoir. C'est indécent. C'est indécent. Et toutes les organisations caritatives le disent depuis des années. Et le gouvernement de Hollande n'a pas fait mieux. On a milité pour ça, mais on a perdu sur ces arbitrages-là comme beaucoup d'autres. Et sans doute que dans le gouvernement de Sarkozy, il devait y avoir aussi des ministres sensibles à la question de la pauvreté qui ont milité pour cela. Mais tous les gouvernements décident de maintenir le principe de la démarche volontaire pour avoir les minima sociaux. C'est franchement, moi qui ai passé presque 2 ans et demi à Bercy, c'est un calcul cynique qui est fait par Bercy. Parce qu'on sait qu'on va faire 30% d'économie. Ça fait à peu près 3 ou 4 milliards d'euros d'argent qu'on ne dépense pas en minima sociaux en faisant comme ça. Et donc, je trouve ça, personnellement, totalement immoral, surtout au moment où on supprime l'ISF. Hein. Vous voyez, je veux dire, là, on aurait au moins pu faire, OK, on supprime l'ISF, mais on fait l'automatisation des minima sociaux. Comme ça, on aurait vu une circulation. Ça aurait été perceptible. Et il y aurait eu, ça aurait été la manière de démontrer que le en même temps, ça existait, pas cette sorte de bizarre. Vous savez, c'est un animal qui n'a qu'une aile droite et pas d'aile gauche, il tourne rond. Hein. Et alors justement, donc vous avez bien montré. Un oiseau, pardon. Vous avez bien montré ce que peut apporter, ce qu'est censé apporter le revenu universel de manière générale. Et là, on est en train de passer justement à sa mise en place et à son financement. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des questions qui sont là-dessus. Comment ça se financerait et en quoi ça pourrait consister. Là, on est sur une révision de la façon dont fonctionne d'un côté ce qui sont aujourd'hui des allocations, ce qui sont aujourd'hui des minima sociaux, ce qui sont aujourd'hui des cotisations. Ça oblige à une révision assez globale. Et en plus, une autre révision d'un autre côté qui est celle de la fiscalité et de la façon dont fonctionne le financement. Or c'est une obsession, vous le rappelez beaucoup, là en parlant de Bercy en plus. L'obsession depuis des décennies, c'est quand même qu'on ne va pas dépasser un endettement du pays, que les 3%, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Donc tout ça, ça fait deux choses très complexes, dont je propose que nous parlions maintenant. La première chose, donc, c'est comment vous verriez une transformation de la fiscalité? Alors, bon, moi, par convention, j'ai donc pris 750 € pour pas, rajouter de la confusion par rapport à l'élection présidentielle, la primaire, où j'évoquais 750 € et où il m'a semblé que c'était plus simple de faire comme ça. Après, je vais vous dire, la question, elle est totalement ouverte. Celle de savoir quelle est la stratégie que l'on met en place pour arriver à un revenu universel dont on pourrait dire que la cible est 750 €, voire même on peut mettre, comme d'autres le proposent, une cible au niveau du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté à 50% aujourd'hui, c'est 50% du revenu médian, il doit se situer autour de 900 €, ce qui fait sens, en tout cas intellectuellement et moralement. On pourrait dire la cible c'est cela, comment on va vers cela? Ce qui est certain, c'est qu'à fiscalité constante, c'est infinançable. Vous ne trouvez pas, en jouant sur les curseurs et sur le tableau de bord de Bercy en disant bon, je vais mettre un peu plus d'impôt sur le revenu, un peu plus de CSG. Si vous pouvez faire, il y a une proposition qui existe de 25 points de CSG. Avec 25 points de CSG en plus, vous faites un revenu universel pour tous, avec évidemment des effets assez lourds et immédiats sur l'économie. Donc, on a besoin de penser une réforme de la fiscalité dans le temps, et là, vous allez me dire, est probablement le principal argument contre le revenu universel. C'est que, est-ce qu'on peut imaginer que des gouvernements qui se succèdent amélioreraient le revenu universel comme on a amélioré la sécurité sociale? C'est ça la vraie question, le vrai enjeu. Et il faut sans doute poser un premier acte qui rende le revenu universel si irréversible que le gouvernement qui suit ne puisse pas le remettre en cause. Parce que quand on
pose la question du revenu universel et de la réforme fiscale. Je veux juste commencer par ça. Mais bon, d'abord, si vous donnez 750 €, il ne faut pas oublier qu'en bonne économie, il y en a sans doute derrière les écrans noirs ou les écrans illuminés, parce que je vois du monde, mais il y a aussi d'autres que je ne vois pas, ça fait quand même de l'argent dans l'économie. Donc ça fera de l'inflation, il y a certains secteurs où on peut imaginer que ça ait des conséquences aussi sur les conditions de travail, sur la politique salariale, même si le salaire ne va pas baisser d'autant que du même montant que le revenu universel, ça n'existe pas en économie, ça, mais bon, mais on peut y répondre quand même. Mais il y aura aussi des recettes fiscales supplémentaires, plus de TVA qui rentrera, plus d'impôts, parce que moi je propose que l'impôt soit universel dès lors qu'il existe un revenu universel, c'est-à-dire qu'on paye de l'impôt au premier euro au-delà des 750 €. C'est-à-dire, dès qu'on gagne 1 euro de plus que le revenu universel, on devienne contribuable, même si c'est symboliquement pour les premières tranches, mais qu'on soit quand même contribuable universel comme on est bénéficiaire du revenu universel. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'outre évidemment que le revenu universel injecte de l'activité et donc de la recette fiscale, par définition, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que si on avait opposé au général de Gaulle, aux communistes et aux socialistes, au moment où ils créent la sécurité sociale et prennent le programme du CNR, mais dites donc, mon bon général, ça va nous coûter 30 points de PIB vos dépenses sociales dans 70 ans, et en l'occurrence, en lui opposant en 45 ce que ça allait devenir 70 ans après, ou 20 ans, ou 30 ans, c'eût été difficile à concevoir. Et aujourd'hui, on nous oppose, en tout cas un peu facilement, de manière un peu rudimentaire, ce que serait le coût du revenu universel à plein régime. En gros, en faisant en plus un calcul assez... franchement, c'est le revenu universel pour les enfants, ou par des enfants, qui disent 67 millions x 750 x 12, c'est-à-dire 12 mois, voilà combien ça fait. Bon, c'est pas comme ça que ça marche en plus. Donc ça aussi, j'essaie de le tordre dans mon livre pour montrer que c'est un petit peu plus complexe et que ça coûtera moins cher que cela. Mais, nonobstant ce que je viens de dire, à fiscalité constante, sans changer la manière dont on prélève l'impôt, je pense qu'effectivement, ce serait très difficile à financer. Donc, il faut revoir la fiscalité et imaginer l'évolution de la fiscalité dans le temps. Alors, moi, j'évoque des scénarios possibles, des impôts possibles, de nouveaux impôts comme d'autres qui pourraient disparaître. J'en évoque deux dans le domaine de la fiscalité des ménages. Le grand classique, c'est sur l'impôt sur le revenu, c'est d'augmenter le nombre de tranches et qu'il soit beaucoup plus progressif et que son rendement soit amélioré grâce à cela, notamment parce que les prélèvements seraient désormais universels au sens où, au premier euro, on serait amené à payer de l'impôt. Qu'il faudrait revoir la fiscalité du patrimoine, et je reprends le projet sur lequel que j'avais repris, qui avait été travaillé par Thomas Piketty sur la fiscalité sur le patrimoine, sur les actifs nets, c'est-à-dire qu'on prenne en compte le patrimoine net et qu'on construise un impôt progressif sur le patrimoine, et on peut voir ensuite les quotients qu'on applique pour pour viser un rendement qui soit un rendement significatif, au moins pour financer ce qui, à mes yeux, peut-être les deux premières tranches du revenu universel, qui seraient en première tranche les 18-25 ans, en seconde tranche les 0 à 18 ans, et en troisième tranche, voilà, on peut en imaginer une quatrième, une cinquième, que ce soit encore plus progressif, ce serait la généralisation. Et ensuite, il y a trois possibilités de contribution qui me semblent devoir être mises en place dans une économie moderne. Moderne, ça veut dire au sens, je pense qu'on a une fiscalité qui correspond à un modèle de développement qui est en train de nous amener dans le mur. Donc, on n'est pas obligé de la garder, parce que c'est quand même assez absurde de garder une fiscalité sur les entreprises qui correspond, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, les cotisations sociales patronales, elles sont calculées sur la base des salaires. C'est une incitation à remplacer les hommes par des machines. Je suis une grande surface, je fais 1 million de chiffre d'affaires, je le fais avec 50 caissières et caissiers. Je passe à des caisses automatiques, j'économise les salaires et les cotisations qui payent pour les retraites et la sécurité sociale. Pourtant, je fais le même chiffre d'affaires. C'est donc une incitation à mettre des machines à la place des hommes. Et quand on me dit, mais monsieur Hamon, vous vous rendez compte, ils ont cru que j'allais courir après les distributeurs de billets ou R2D2 dès que j'allais voir Star Wars pour lui demander un impôt. Vous allez faire une taxe sur les robots, ce n'est pas raisonnable. La Corée s'y met, alors que c'est le pays le plus robotisé. Alors moi, je pense qu'il faut éviter aujourd'hui qu'on ait une fiscalité incitative à la substitution des hommes par les machines.
première source de revenus. Du coup, pour terminer sur cette question du financement, malheureusement, je vois l'heure un peu rapidement. Comme ça, on ne pourra pas passer au chat parce que les personnes vont aller plus loin, comme ça, les participants. Du coup, c'est très cohérent, vos propositions de financement. Je vous remercie. Je trouve. Heureusement, si vous m'aviez dit que c'est très incohérent, monsieur Hamon, vous pouvez rentrer chez vous. En tout cas, ce qui concerne le fait que ce soit cohérent avec l'idée du revenu universel lui-même, puisque donc sur les robots, bah oui, ça rejoint l'emploi. Vous parlez aussi de taxes concernant parce qu'il y a l'exploitation des richesses, donc des richesses de la terre, des richesses du sol, liées à la pollution. On a des choses à chercher et à voir comment faire. Sur les transactions financières, autrement dit, tout ce qui concerne l'évasion fiscale et le fait de payer moins, pourtant là où on produit, là où on fait travailler les gens. Donc tout ça, en effet, va dans le sens de on peut sans doute trouver des financements, même s'il reste à construire. Et donc là, on est sur des choses très concrètes. Je pense qu'il y aura, enfin, je vois en fait qu'il y aura sans aucun doute des questions un peu là-dessus pour aller plus loin. Et donc, en tout cas, tout ça me fait voir qu'on a commencé sur des choses très générales, sur l'idée d'une autre société en quelque sorte, ou en tout cas d'aller plus loin dans notre société, de la faire changer. On a été sur des questions de pourquoi le revenu universel, quelle est sa place là-dedans, donc qui est assez précise. On a terminé sur des choses beaucoup plus précises encore avec des mesures. Dans tous les cas, il s'agit d'une politique, d'une vision politique, vraiment. J'appelle ça au sens noble, ce côté. On a une vision politique, mais après, on se demande comment la mettre en pratique concrètement. Donc moi, ma dernière question, ce serait quand même, mais vous, est-ce que ça signifie que vous revenez en politique d'un point de vue vraiment pratique ou que vous restez, maintenant que vous avez créé une société de conseil, en justement conseiller politique, en regard, en analyste extérieur? Non, moi là aujourd'hui, je me consacre à ce genre d'exercice et pas, je ne serai pas en première ligne, en tout cas pour 2022. Voilà, c'est la question. Donc, ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux conditions du rassemblement de la famille politique à laquelle j'appartiens, mais je pense qu'il faut, pour régler les problèmes, il faut commencer par essayer d'éviter d'en rajouter un. Si, je veux dire, si chacun y va de sa candidature en expliquant ça y est, c'est moi qui ai le meilleur programme, ça ne va pas faciliter les choses. Cela étant dit, pour que ce soit clair, un mot alors de politique, je pense qu'il y a, en tout cas pour ce qui est de ma famille, qui est celle de l'écologie politique et de la gauche, et j'y mets tout le monde, hein, je pense qu'il y a les candidats ou candidates pour être président de la République et les candidats et candidates à l'élection présidentielle. La candidate ou le candidat pour être président de la République sait que la condition pour l'être, c'est de réunir la famille dès le premier tour. Sans quoi ce sera très compliqué. En tout cas, je ne vois pas comment ce serait possible. Alors, on peut imaginer des scénarios où le ticket d'entrée au second tour soit un peu comme en 2002, très très bas. Pourquoi? Parce qu'il y aurait beaucoup de candidats, mais c'est prendre un grand risque que de se dire, bon, bah, même avec la division, on ne sait jamais, ça peut passer. La théorie du trou de souris, qui était celle chère à François Hollande avant de décider de ne plus être candidat à sa propre succession. Donc, moi, je ne crois pas du tout qu'il faille prendre ce risque-là, et donc, il vaut mieux réunir cette famille politique-là. Et ça suppose une synthèse politique, intellectuelle, idéologique, un vrai travail qu'il est parfaitement possible de faire dans le délai qui nous est imparti. Alors, vous allez me dire, le temps presse, mais je crois qu'il est encore possible de le faire. Et que, j'en terminerai par là, pour ma contribution, je souhaite que le revenu universel soit dans cette synthèse-là. En tout cas, pas tel que je le propose, forcément. Je ne dis pas, reprenez tout ce que je dis, sinon je ferai un malheur. Mais en tout cas, que l'idée de la prédistribution des richesses, de prendre en compte une nouvelle représentation du travail et de la richesse, que tout ça irrigue ce qui devrait être un grand récit émancipateur pour l'écologie et la gauche. En plus, je pense que c'est la jambe sociale d'un projet écologique. Même si je ne dis pas que les écolos n'avaient pas de proposition sur les questions sociales, c'est pas ça, mais je pense que ce serait une jambe sociale puissante, en tout cas une puissante manière de propulser un projet de transformation écologique. Donc voilà ma réponse sur le plan politique. Je contribuerai sur le fond. D'accord. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation. Je vais repasser la parole à Madame Martinez, à Alessandra, pour qu'elle voit ce que les participants ont à vous demander directement ou les remarques qu'ils ont à faire.
Bien, je vous propose de vous faire remonter par 2 ou 3 les questions, comme ça. Alors, on a une première question sur l'impact sur l'inflation et en retour sur la valeur du revenu universel avec le temps. 2 personnes qui posent la question sur l'inflation. Ensuite, une question de Catherine qui demande si, vu le montant à financer, il n'y a pas un risque de compenser par la suppression d'autres prestations sociales. En fait, elle met en parallèle les thèses défendues par les ultralibéraux. Et alors, une troisième question, quelle est votre position sur la taxation de l'héritage? Doit-il être taxé à 100% puis redistribué comme le défendent d'autres personnalités de gauche? Et croyez-vous en la fuite des capitaux dans le cadre de la forte taxation? Bon, il y a beaucoup de ces questions. Oui, ça va faire de l'inflation. À partir du moment où les gens consomment plus, mais bon, ce qui n'est pas mauvais pour la dette, faire un peu d'inflation. Et je pense que ça doit nous aider à, ce que je le redis, mais est-ce qu'on fixe le juste prix de ce qu'on consomme? Nous ne consommons plus au juste prix. Et ça, c'est un énorme problème. L'économie low cost est une économie dont les impacts écologiques et les impacts sociaux sont absolument catastrophiques. Tout ça pour entretenir l'illusion d'une civilisation de l'abondance dans laquelle on aurait tous à peu près accès aux mêmes biens, je veux dire, l'illusion qu'on a accès aux mêmes biens électroménagers, d'équipements, automobiles, etc., alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et qu'en plus, tout ça se fait au prix de biens qu'on est obligé de changer parce qu'ils ne sont pas réparables, parce qu'ils sont de mauvaise qualité, etc., et que les empreintes écolo sont absolument catastrophiques. Donc oui, ça doit nous aider à ce que nos économies accompagnent une formation des prix qui correspondent au coût de production réel, qui correspondent à la nécessité de payer correctement celui qui produit, l'agriculteur, celui qui transforme, l'ouvrier, le transporteur, celui qui distribue et met en rayon, puis aussi qui tiennent compte à chacune de ces étapes de la question évidemment des investissements écologiques nécessaires pour que les externalités de ce mode de production-là ne soient pas ultra négatives comme elles le sont aujourd'hui. Et même en faisant cela, ça ne réglera pas la question écolo, que ce soit clair, mais ça peut nous aider à le faire. Il y avait la question de l'héritage, je crois. Bon, moi, je ne me prononce pas pour, donc en gros, une taxation à 100% et une redistribution ensuite, même si, dans l'esprit, on pourrait penser que cette idée de « nous avons un héritage collectif, il est fractionné en autant d'individus qui existent », on pourrait se dire que ça se finance comme ça. Il me semble que la soutenabilité politique d'un projet comme celui-là est assez faible, pour dire les choses comme je les pense. C'est que je crois que, parce que je crois que c'est faisable et que c'est nécessaire, le revenu universel, il m'apparaît au moins aussi important de réfléchir à la soutenabilité des mesures qu'il faut prendre. Et quand je dis la soutenabilité, ce n'est pas que la soutenabilité économique, c'est la soutenabilité sociale et politique des mesures. Il faudra regarder les effets de transfert qui existent liés à la réforme de la fiscalité sur les ménages qui pourraient pâtir le plus d'une fiscalité qui prélève davantage sur leur patrimoine et sur le revenu qu'elle ne le faisait auparavant pour financer le revenu universel. En clair, il ne faut pas qu'au milieu de la population, dans les classes moyennes, on se retrouve avec des gens qui, finalement, auraient davantage intérêt à ce qu'il n'y ait pas de revenu universel du tout, parce que pour aussi bien l'héritage que le revenu, il serait trop mis à contribution. Donc, il y a besoin de peser cela. Vous avez évoqué tout à l'heure les expérimentations qui existent. En tout cas, aucune expérimentation ne nous permet de répondre à cette question. Et les modèles qu'on a, qui sont des modèles économiques, on peut faire tourner des machines et des ordinateurs, on donne des résultats, comme toujours, mais il suppose, en tout cas, et moi je suis acquis à ces convictions-là, que la montée en puissance soit progressive. Je ne vois pas le revenu universel, pour être très honnête, tel que je le perçois, peut-être que je me trompe, mais mis en œuvre sur une période plus courte que 2 quinquennats. Je pense qu'il faut au moins 10 ans pour le mettre en place et le faire monter en puissance par étapes successives, mais que ça ne peut pas se faire. Même en un quinquennat, ça me paraît compliqué, pour être tout
tout à fait honnête, en tout cas dans ma réflexion actuelle. Qu'est-ce que ça remplacerait comme aide sociale? Alors, vous avez une version qui dit le revenu universel pour solde de tout compte. Débrouillez-vous, logez-vous, soignez-vous, transportez-vous. Une fois que vous l'avez, ne nous demandez plus que la société intervienne pour vous faciliter la vie. Bon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas le revenu universel remplacer intégralement la AH, par exemple. Il me semble que l'allocation adulte handicapé, elle compense un handicap spécifique et qu'il est justifié que ce handicap, qui veut donc dire qu'un individu a besoin d'une aide supplémentaire pour pouvoir s'équiper, se transporter, être mobile, que voilà, il me semble que le revenu universel n'a pas vocation à dire, OK, la AH, elle est couverte par le revenu universel. Toutes les aides au logement, y compris le minimum social. Si je m'interroge, par exemple, aujourd'hui, c'est pas encore, je soumets ça au débat, mais par exemple, la question se pose de savoir si on n'avait que le revenu universel, c'est-à-dire que s'il n'y en a rien d'autre pour vivre, est-ce que 750 €, ça suffit? Ça se discute. On peut aussi dire que quand on n'a que ça, il y a un complément qui peut nous amener jusqu'au minimum, au seuil de pauvreté, qui est donc là aujourd'hui autour à peu près de 900 €. Ça peut se discuter. Est-ce qu'on supprime toutes les aides au logement? Là encore, ça se discute. Et à voir pour qui. Donc, moi, je pense que la question du calibrage des aides sociales résiduelles qui survivrait au revenu universel, ça c'est un débat qui doit avoir lieu dans le cadre d'une élection présidentielle, dans le cadre de la gouvernance du revenu universel. Et pour cette question-là, qui est une question, vous allez me dire, à part, mais je pense qu'il faut penser une gouvernance aussi moderne du revenu universel. Dès lors qu'on est sur une transformation à 10 ans de la société, il faut qu'on ait des cordes de rappel, il faut qu'on ait la possibilité d'y associer les citoyens, il faut qu'on ait la possibilité d'y associer évidemment les corps intermédiaires et les partenaires sociaux, et il faut penser la gouvernance de cette transformation-là de telle manière justement qu'on se prémunisse de tous les excès de langage ou les excès de bureaucratie, de technocratie dont on sait que parfois ça arrive. L'État en France se rend coupable. Rarement, mais parfois quand même. Non, souvent, hélas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut penser une gouvernance. D'ailleurs, de ce point de vue-là, l'innovation de la Convention citoyenne sur le climat montre une voie possible. Si je ne veux pas dire que le revenu universel, moi je proposais qu'il y ait une conférence citoyenne sur le revenu universel pendant l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut une gouvernance dans laquelle les citoyens soient impliqués du revenu universel sur au moins une décennie. Si je peux pour aller dans le sens de ce point de vue-là des questions que je vois par ailleurs, pour les regrouper un peu sur la question de l'échelle. Quand vous parlez en effet du type de gouvernance, il y a aussi la question de mais est-ce que le revenu universel fonctionnerait s'il ne reste qu'à l'échelle française? Donc est-ce que là, on n'a pas tellement de conséquences graves, par exemple d'évasion non seulement fiscale, mais d'évasion des entreprises, donc de problèmes d'emploi qui nécessiteraient que ce soit à une échelle, par exemple, au moins européenne? Et donc là, ça revient peut-être à certaines questions. Et à l'inverse, il y a des questions sur mais oui, mais est-ce que tout, là vous parlez au niveau étatique français, est-ce qu'on n'est pas déjà dans de nouveau une abstraction, dans quelque chose qui risque de rater parce qu'à trop grande échelle, on a beaucoup de critiques de ce système français qui marche au niveau national, alors que le niveau local est actuellement peut-être ce qui fonctionne le mieux quand il s'agit de nouveautés, d'aller dans la coopération, et donc là il y a des choses qui sont citées sur la monnaie locale, etc. Donc, dans les deux cas, quelle échelle pour un revenu universel ou pour aller dans ce sens-là? D'un côté, Union européenne peut-être, au moins, pour mettre ça en place, pour qu'il n'y ait pas cette évasion fiscale notamment, et pas seulement, évasion de manière générale de production et de l'emploi. Et d'autre part, au niveau local, pour vraiment tester des choses qui peuvent fonctionner. Et là, en tant qu'en plus ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, ce sens du local est probablement très fort. Qu'est-ce que vous en dites sur cette question d'échelle? Bon, c'est un mélange, pardon, mais c'est un mélange un peu tout. Moi, je suis pour les monnaies locales complémentaires, je suis pour l'innovation sociale. La loi sur l'économie sociale et solidaire a donné une définition de l'innovation sociale pour qu'on ne finance pas que de l'innovation technologique dans notre pays, mais qu'on tienne compte de l'innovation sociale. Mais le grand enjeu, après, c'est la duplication. Comment est-ce que je duplique? Est-il duplicable de prendre l'expérimentation qui a bien fonctionné sur la réinsertion de prisonniers en Essonne? Est-ce que je peux le faire à l'appliquer
dans le Rhône? Est-ce que ce que j'ai fait sur la monnaie locale complémentaire dans le Lot fonctionnera de la même manière dans les Bouches-du-Rhône? Tout ça, après, suppose après d'avoir des instruments par lesquels on duplique. Alors, il y a des choses qui se dupliquent parfaitement. Je vais prendre un exemple. Cette innovation sociale qui avait existé dans les Yvelines, du côté de Chanteloup-les-Vignes, quand on a imaginé des crèches 24 heures sur 24 pour pouvoir permettre à des mères de famille qui avaient des horaires de travail décalés de pouvoir avoir une solution de garde quand elles n'ont pas de parents, de famille ou d'amis qui peuvent prendre en charge les enfants. Ça, c'est une innovation sociale dont on voit bien qu'on peut la dupliquer. Bon, hélas, d'ailleurs, elle ne s'est que rarement dupliquée ou à l'initiative du privé, parfois du privé lucratif. Et c'est pas. Donc, on voit bien qu'effectivement, on aurait besoin, en tout cas, de mieux faire circuler ces innovations sociales. Est-ce que ça répond au problème dont on parle là? Un petit peu, mais pas complètement. Donc, les remarques qui sont faites ensuite sur les risques d'évasion fiscale, est-ce qu'on peut le faire seul? Bon, d'abord, il y avait, je le rappelle, une proposition qui était très intéressante, qui a été débattue d'ailleurs dans le cadre de la dernière élection européenne, c'était d'imaginer que la Banque centrale européenne finance un dividende universel. Est-ce que vous vous en souvenez? Ce débat-là avait eu lieu dans la dernière élection européenne. On parlait de ce qui pourrait être un socle, du socle européen d'un revenu universel, libre au pays de le faire après ou pas, qui pourrait être entre 60 et 100 euros, on imaginait, en Europe, en direction des citoyens européens. Donc cette réflexion, elle a déjà commencé, y compris dans les institutions européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que finalement l'impulsion soit donnée par l'Europe? Faut-il attendre que l'Europe le fasse pour faire le revenu universel? Moi, je ne le crois pas. Et en même temps, je vais vous dire, on n'est pas plus avancé que beaucoup d'autres pays, on est même plutôt en retard par rapport à beaucoup d'autres. Les Allemands expérimentent aujourd'hui, alors là, ce qui sera une vraie expérimentation du revenu universel et pas partielle comme l'a fait la Finlande. En clair, l'expérimentation allemande va nous donner des indications qui vont nous rapprocher de ce qu'avait été l'expérimentation canadienne dans les années 70 à Dauphine, où là, sur plus d'une année, un revenu universel avait été expérimenté. Il y a eu des expérimentations en Afrique également. Donc on a aujourd'hui globalement plutôt du matériau à partir duquel on savait déjà en fait que le revenu universel n'était pas un encouragement à arrêter de travailler. Ça, c'est cette vieille idée selon laquelle vous donnez de l'argent à quelqu'un, forcément, il est fondamentalement paresseux. D'ailleurs, faites l'expérience autour de vous à Noël. D'ailleurs, je pourrais la faire là. Je l'ai faite hier soir avec les étudiants, ils étaient 180 en visioconférence, je vous rassure, de Sciences Po Lyon. Je leur ai dit, lesquels d'entre vous arrêtent de travailler s'il a 750 euros de plus par mois? Aucun. En fait, personne ne dit qu'il arrêtera de travailler si on lui donne 750 euros en plus. En fait, chacun d'entre nous dit, non, non, pas moi. Par contre, je pense que la tata un peu paresseuse ou le cousin là-bas qui n'aime pas trop le boulot, lui, je suis sûr qu'il va arrêter de travailler. En fait, on prête toujours aux voisins les vices qu'on n'a pas soi-même. C'est quand même assez drôle, ça. En fait, vous posez la question, faites-le, l'expérience. Alors, il n'y aura pas beaucoup de monde autour du repas de Noël, je veux bien le croire, mais posez la question autour de vous. Rares sont ceux qui disent qu'ils arrêteraient de travailler. Et d'ailleurs, et de ce point de vue-là, les travaux d'Esther Duflo sont précieux. Ils montrent qu'il n'y a pas de, finalement, à recevoir de l'argent n'est pas un encouragement à ne pas travailler et à être irresponsable. Donc, je pense que de ce point de vue-là, l'expérimentation allemande nous donnera des renseignements, mais pour partie qu'on connaît déjà. Pourquoi est-ce que je vous amenais à ça? Je ne sais plus. Madame Morel, dites-moi. Sur quelle échelle, et notamment l'Union européenne, par exemple? Oui, non, mais voilà, donc ce que je pense, c'est qu'en France, on est encore très loin de tout ça. Alors, il y a une proposition des conseils départementaux de gauche qui propose d'expérimenter un revenu de base. Mais là, ça nous ramène à ce qu'avait dit M. Elgoul au début, qui évoquait les différentes expérimentations qui existent en Europe. Le revenu de base que proposent les conseils départementaux de gauche, c'est finalement une automatisation du RSA et un élargissement des bénéficiaires aux 18-25 ans. C'est finalement un meilleur dispositif de lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas un revenu universel. Par contre, à l'initiative d'un groupe de la majorité présidentielle, je crois que c'est le groupe Agir, Madame Petit, qui est députée de la région Hauts-de-France, je ne sais plus quel département, va s'ouvrir un débat national sur le revenu universel. Alors, la proposition de loi a été votée à l'Assemblée. Moi, je m'en réjouis, parce qu'on va se confronter à différentes visions du revenu universel, et on va voir que comme pour la sécurité sociale, il y a une approche plus conservatrice, une approche très libérale, une approche plus émancipatrice, et que c'est plutôt sain qu'on débatte des mêmes choses
avec l'idée d'ailleurs d'améliorer la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, pardon, mais c'est quand même la grande compète des fins du monde possibles. Il suffit d'allumer les chaînes info, vous avez la fin du monde numéro 1 par Zemmour, le grand remplacement, vous changez de télévision, vous avez l'autre fin. Bon, je te les épargne, mais quand même, ces gens-là, il faudrait se mettre sous calmant, quoi. Et en plus, avec M. Bolloré derrière tout ça, là, lui qui fait des affaires, mais continue à financer tout ça. J'espère que beaucoup d'entre vous, ou personne d'entre vous n'a d'action chez M. Bolloré et ose écouter Benoît Hamon, parce qu'il va souffrir. Mais voilà, non, mais c'est pas sain tout ça. Il faut qu'on retrouve un peu de capacité à se mettre d'accord sur nos désaccords, comme disait Patrick Vivray. Je ne sais pas s'il est passé par Sciences Po, Patrick Vivray, un intellectuel que j'aime beaucoup. Se mettre d'accord sur nos désaccords. Voilà ce qu'est la démocratie, normalement. Merci beaucoup pour du coup cette façon de finir qui est sur, de nouveau un certain optimisme. Et donc, pour laisser la parole de conclusion, je vais la redonner à M. El Goul. Et donc, je vous remercie beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup. Moi, je serai très, très bref pour ajouter mes remerciements à ceux qui viennent d'être formulés par Madame Morel. Tout d'abord, merci très sincèrement et très chaleureusement, Monsieur Hamon, pour votre disponibilité, bien sûr, ce soir à venir partager vos réflexions avec les alumni de Sciences Po. Mais également, je ne vais pas dire que c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné, surtout pas sur l'antenne de Sciences Po Alumni, mais merci pour la qualité de notre échange et la prise de hauteur dont vous avez fait preuve ce soir. On a beaucoup parlé de liberté, on a parlé de low-cost économie, on a parlé de citoyenneté, on a parlé de techno-béatitude. En effet, quand aujourd'hui, face à votre écran sur un site, vous avez une machine, un robot qui vous demande, si vous n'êtes pas un robot, et vous demande par conséquent de saisir un code pour vérifier que vous-même n'êtes pas un robot, il y a une forme d'aliénation très forte et le besoin de vigilance est particulièrement prégnant. Donc, merci d'avoir partagé avec nous et avec la communauté des Sciences Po, cette dimension philosophique de votre réflexion. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la famille politique à laquelle chacune et chacun d'entre nous appartient, et cet état d'esprit dans lequel vous êtes venu partager ce soir ces réflexions avec nous, un état d'esprit qui n'est pas polémique, c'est particulièrement précieux. L'ADN de Sciences Po, c'est le sens et le goût du débat. Et bien, je préfère en effet les débats à Sciences Po Alumni que sur certains plateaux télé. Donc, merci beaucoup d'y avoir contribué. Merci évidemment à Christelle Morel pour les qualités d'animation de cette conférence. Merci à mes collègues, à Sandra Elouargui, sans laquelle cette conférence n'aurait pu voir le jour, évidemment à Alessandra, qui a contribué également à animer le débat. Et puis merci à chacune et à chacun d'entre vous, chers alumni. Au nom de Pascal Perrineau, le président de Sciences Po Alumni, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce soir, et donc en tant que délégué général, je tiens à vous remercier une fois encore très chaleureusement pour avoir été aussi nombreux ce soir, pour votre fidélité à Sciences Po Alumni. Nous vous souhaitons à chacune et à chacun d'excellentes fêtes de fin d'année. Monsieur Hamon, nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour poursuivre notre discussion et nos réflexions. Et d'ici là, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très très bonne soirée. Merci encore pour votre présence et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée.